5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On continue de parler de cette décision de la Cour constitutionnelle qui a rendu donc son verdict en 18 pages. C'est ce qu'il donc lui a fallu pour rendre une décision circonstanciée sur les différents recours contre le code électoral adopté mercredi 6 mars dernier. Donc c'est à travers la DCC 24-040 du 14 mars 2024 que les sages donc ont tranché. Le nouveau code électoral est conforme à la Constitution selon les membres de la Cour. Pour autant, la polémique ne désenfle pas dans les rangs de l'opposition. Évidemment, nous allons en parler. Vous avez suivi tout à l'heure en première heure Kotiami Nikes-Fayon du parti Union Progressiste, le renouveau député de la 9e législature. En face de lui, il y avait Alain Adiou, conseiller politique du parti FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, ancien ministre de la République. Ils ont pu chacun donner leur avis sur la question. Autour à présent des éditorialistes, des analystes d'opiner sur la question. Et on a vu, vous l'avez d'ailleurs suivi, les acteurs de l'opposition se donner la main pour ensemble trouver les moyens de faire face à ce nouvel ordre politique induit par le nouveau code électoral qui, de l'avis des initiateurs, renforce le système partisan. Le parti, les démocrates qui portent aujourd'hui le lead, le flambeau de l'opposition, peut-elle réussir à absorber les autres? En clair, une mutualisation des forces de gauche est-elle possible? L'aliénation et le compromis peut-il être envisageable? Nous faisons le débat. Puis pour finir, nous irons au Niger où les soldats américains sont sommés de partir. Le régime des généraux au pouvoir à Niamey a dénoncé samedi 16 mars avec effet immédiat l'accord de coopération militaire passé avec les États-Unis. C'était en 2012 dans un communiqué qui a été lu à la télévision nationale. Le colonel-major Amadou Abdraman précise que la présence militaire américaine est, je cite, illégale et, je cite encore, viole toutes les règles constitutionnelles et démocratiques. Nous allons vous expliquer tout ceci dans le détail avec mes invités, mes habituels francs-parleurs de lundi. Francis Lojatale, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cher. Comment allez-vous? Je vais très bien. Comme toujours, merci d'être une fois des nôtres. Alphonse Bouissoulé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de me retrouver sur le plateau avec un ancien combattant qui est à ma gauche. Absolument. Vigile Avancé, bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour à tous. Deux anciens de Soleil FM qui depuis n'existent plus. Vous êtes aujourd'hui directeur de l'information de Crystal News. Merci donc d'être avec nous sur 5 sur 7 matin pour porter votre lecture sur les différents sujets d'actualité. C'est d'ailleurs vous, évidemment, pour votre baptême du feu avec moi sur 5 sur 7 matin. C'est par où je commence. Quel est votre avis tranché sur la décision de la Cour constitutionnelle? Je pense que la Cour a pris tout le monde de coup, enfin, la plupart des Béninois, et sur des choses basiques, de mon point de vue, la Cour aurait dû faire autrement. Déjà sur la forme, vous avez entendu la polémique ce jeudi-là, les opposants, les démocrates notamment, ont crié à la manipulation du texte qui a été transmis à la Cour, qui a été transmis au chef de l'État. Je vous rappelle qu'ils ont parlé d'un certain nombre d'articles qui ont été réécrits. Et un article, l'article 42 notamment, qui ne figure pas dans le document final examiné par la Cour, le document qui leur a été fait copie le jour-là sur place. Pour moi, compte tenu, disons, de la solennité de la décision, de la gravité de cette décision, des conséquences que cela pourrait engendrer, puisqu'il s'agit du code électoral, la Cour aurait pu prendre le temps, n'est-ce pas, de laisser les opposants aller prendre connaissance, non pas les 30 minutes qui leur ont été accordées sur place pour examiner, aller examiner le document, faire la comparaison avec ce qu'ils avaient, d'autant que les démocrates affirment, et suivez-moi bien, c'est très grave de mon point de vue, que le document ne leur a pas été transmis, c'est-à-dire dans la pratique parlementaire, quand on vote une loi, une nouvelle loi de cette manière-là, on la transmet aux députés, désormais par voie électronique, c'est-à-dire par mail, ou par WhatsApp. Ce code électoral, cette fois-ci, le rapport de la commission
ne leur ont pas été transmis. Le président du parti, Éric Nété, qui est par ailleurs député à l'Assemblée nationale, a d'abord écrit au président de l'Assemblée nationale dès le lendemain pour avoir copie de la nouvelle loi. Il n'a pas eu. Le président du groupe parlementaire, Nourenou Achadé, a écrit également un jour plus tard, sans réponse également. Or, c'est sur la base de ce document-là qu'il faut qu'eux, ils rédigent de recours ces annonces. Donc, ne l'ayant pas, ils ont dû exploiter les enregistrements qu'ils ont, et c'est sur cette base qu'ils ont posé leur recours. Ce qui, de mon point de vue, est une faute très grave, pour ne pas utiliser de grands mots, qui, de mon point de vue, aurait dû être la première chose sur laquelle la Cour aurait dû statuer. Parce que rien ne pressait. On a 15 jours, n'est-ce pas, pour promulguer cette loi. Donc, si vous comptez du 5 aujourd'hui dernier, où la Cour connaissait, on ne faisait pas encore 15 jours. Voyez-vous? Donc, rien ne pressait compte tenu de l'importance, de la gravité de cette loi-là. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, pour ne pas monopoliser la parole, on reviendra au fur et à mesure, si vous voulez bien. Absolument. Alors, Alphonse Maurice Oulé, je fais le même exercice avec vous. Est-ce que vous pensez que la Cour a dit le droit? Non, écoutez, pour moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème. J'ai toujours dénoncé sur ce plateau que d'abord la Cour avait demandé un exercice, nos amis sont allés à leur sujet, la Cour devait en tenir compte. Alors, Augustin en web, là, sur ce plateau, lundi dernier, il y a exactement une semaine, a fait des, je veux dire, des réajustements, sinon a fait des éclaircissements, des éclairages sur cette question. Il estime que la Cour n'a pas à donner des injonctions donc, aux députés. Ce sont les députés qui prennent l'initiative des lois. Et la Cour, son rôle, c'est de contrôler la constitutionnalité. Est-ce que le texte, il est conforme donc à la Constitution? Et donc, en termes d'exercice parlementaire, les députés ont le droit, ont la légitimité de proposer les textes qu'ils souhaitent, quitte à ce que la Cour vérifie sa conformité avec la Constitution. Mais je suis d'accord avec lui, mais l'initiative est partie de qui? Ce ne sont pas les députés qui se sont levés de leur propre chef pour dire nous allons procéder à une relecture du code. Il a fallu qu'une décision vienne de la Cour, qu'on ne se moque pas de nos intelligences. Ils étaient là, j'ai dit sur votre plateau que la 9e législature avait pour mission de faire la relecture de tous les textes qui organisaient les élections, parce que ces textes-là ont posé problème. Mais on en était là quand la Cour leur a donné une injonction. Même si après ils réclament, quand il a écrit que c'est leur droit de légiférer, tant mieux. Mais je dis, l'initiative n'est pas partie du Parlement. Mais moi, ce qui m'a embêté, nous avons tous fait des organisations. Quand nous allons en Assemblée générale constitutive, en tout texte qui a été corrigé dans un groupe, avant sa validation définitive, ceux qui ont participé à l'étude du texte doivent avoir copie. Et je me suis dit, comment se fait-il que les députés qui ont participé, quand même, on a des techniciens à l'Assemblée nationale, les nouveaux éléments devaient être introduits dans le document au fur et à mesure qu'on évoluait. Ils ont quand même un bon secrétariat. Et à la fin, après le vote, on devait mettre à disposition de chaque député. Parce que la réalité est là. Et je l'ai toujours dit, que les députés m'en excusent. Je suis convaincu qu'après la relecture de ce code-là, très peu de députés à l'Assemblée nationale, sur les 109, vont s'asseoir et relire le code électoral du premier jusqu'au dernier article pour voir est-ce que ce que nous avons dit, c'est ce qui a été consigné sur papier. C'est ça, c'est là la difficulté de nos députés. Vous votez les textes et voilà, on oublie qu'on a voté les textes, on ne sait même plus soi-même ce qu'on a voté. Moi, ça me pose un problème. Je dis, il faut que le président de l'Assemblée nationale s'explique. Ce problème s'est déjà posé quand on a introduit le matériel électronique. Des députés se sont plaints pour dire, mais nous n'avons pas eu le rapport du président. D'autres ont dit, nous avons eu le rapport le matin à 8 heures de temps avant le début de la séance. Moi, si le service du secrétariat a des difficultés, qu'on nous les pose. Parce que c'est un peu embêtant que les gens aillent là-bas réclamer à la Cour constitutionnelle le document à partir duquel le chef de l'État a demandé de vérifier la constitutionnalité. Ça pose un problème. Normalement, chaque député devait disposer de ce document-là. Donc, il faudrait que, normalement, la Cour devait dire, bon, si ça, il en est ainsi, on reporte la séance. Le temps que les députés ne prennent possession du document définitif, malheureusement, on a tranché dans le vif. Vous pensez qu'il y a eu verdict dans le vide? Dans le vif, est-ce que le document définitif, eux, ils l'ont?
Les députés se plaignent. Non, Mais ils ont pourtant porté le... Si vous permettez, Raymond, il faut préciser ceci. Si le document a pu être transmis au chef de l'État, qui par la suite a envoyé à la Cour constitutionnelle pour examiner la conformité à la Constitution, c'est que le document a dû être prêt à un moment donné. C'est que le document existe. Le document existe. Mais pourquoi on ne l'a pas transmis aux députés, notamment aux députés de l'opposition, par exemple? Parce qu'on sait qu'il y a un délai pour faire le recours. Et donc, on table sur ce délai-là. On est en train là de totalement d'entrer dans un procès d'intention. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une question de logique. Donc, on sait que ce délai-là s'écoule désormais, n'est-ce pas? Et donc, on compte avec. C'est tout simplement ça. Si on a pu l'envoyer au chef de l'État, ça veut dire qu'on aurait pu l'envoyer aux autres, surtout qu'il a un premier courrier, un second courrier qui est à l'état. On n'a pas non plus la version... Cour ne pouvait pas, de mon point de vue, rester sans se prononcer là-dessus. On n'a pas non plus la version officielle donc, de l'administration parlementaire. Mais depuis jeudi, est-ce que vous avez vu... On n'a pas eu la version... L'idéal aurait été qu'on ait la version de l'administration parlementaire sur la question, quitte à confronter cette version-là avec celle... L'idéal, c'est que l'administration parlementaire, comme vous dites, n'est pas montée au créneau. L'idéal, c'est que... Pour le moment. Mais écoutez, il faut faire les choses dans le temps. Parce que pour une accusation aussi grave, je pense que... Et puis, on parle de 2 courriers. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas monté au créneau, n'a rien dit juste là. Et donc, on ne saurait prendre sa défense ici. Personne ne saurait être son avocat ici. Non, il faut pouvoir le faire parce que pour l'instant, sa responsabilité n'est pas... manifestement engagé dans la question que nous sommes en train d'évoquer. Somme toute, Francis Leuge-Atalier, ça reste une question de procédure qu'on ne saurait occulter forcément dans le débat. Bon, en fait, moi, je n'ai pas la même lecture que nos frères Vigile à Rossay et Moïse. Je crois qu'il y a eu une réaction enregistrée au niveau du Parlement. L'administration parlementaire a bien dit qu'en l'état, la procédure recommande qu'on mette dans leur casier la copie du test, mais aussi qu'on leur transmette par fichier ce qui a été fait. J'ai suivi évidemment la réaction du Parlement. Or ici, vous avez restitué... Est-ce que ça a été transmis? Allez jusqu'au bout. Vous aviez restitué la version d'un camp. Je crois que la démarche normale aurait été de regrouper les 2 informations, puisque moi j'ai eu les 2 informations. De la part de qui? De la cellule juridique du Parlement. Et puis, la version servie par le Parti des démocrates après l'audition à la Cour constitutionnelle. Et quand on recoupe les 2, je me dis que c'est un terrain politique, surtout qu'après le vote d'une telle loi, il y a le rapport qui l'accompagne. Et le chef de l'État ne peut pas recevoir un document de cette nature sans le rapport. Et il ne peut pas falsifier à son niveau non plus ce document. C'est incompréhensible. Donc le document a dû être transmis à la Cour constitutionnelle et c'est vraiment que les députés ont eu à leur niveau le document. Premier constat. Second constat, écoutez, on peut faire observer que sur le terrain politique, les jeux, les adversaires, en fait, vous savez ce qui se passe. Je connais un peu cette race de politiciens au Bénin. Et je peux dire, ubi et orbi, qu'on peut choisir de bonne foi ou de mauvaise foi de faire du dilatoire. Et la Cour constitutionnelle, qui est constituée de 7 sages, c'est des agents assermentés. Ils ont prêté serment. Ils ne peuvent pas violer leur serment. Donc, ils savent que dans l'architecture institutionnelle, c'est la soupape de sécurité et que c'est à eux de réguler la vie politique, mais aussi de contrôler la conformité des lois à la Constitution que nous sommes donnés. Par conséquent, la Cour ne pourrait pas opiner, trancher dans une audition pareille parce qu'il y a eu le contradictoire et adopter une décision sans avoir réuni toutes les données qui puissent lui permettre de se prononcer sur cette question. C'est en cela que je dis, en abordant ce sujet, il faut l'aborder avec plus de dextérité. Il ne faut pas aller dans l'envolée des politiques. Sinon, vous risquez de mal apprécier la donnée politique. Je sais de quoi je parle. Donc, je veux dire en fait que c'est vrai qu'il y a eu des réactions vives, ce qui est normal. Vous avez entendu par exemple Ere Oudete qui a dit que c'est une loi frauduleuse qui a été votée dans une ambiance frauduleuse. Or, ils ont participé à cette ambiance.
et que la Cour l'a apprécié de façon frauduleuse. Bon, je crois que quand on est acteur politique de cette dimension, il faut faire attention au choix des mots, mais aussi au langage. Parce qu'il a été au moins vice-président de l'Assemblée nationale. Et il sait que la Cour constitutionnelle rend des décisions qui sont sans recours, mais qui peuvent être commentées. Mais quand on traite la Cour d'avoir agi sur une loi votée frauduleusement, dans une ambiance frauduleuse, alors qu'ils ont tous participé. On a discuté ici de cette loi. On a vu qu'il y a des amendements qui ont été faits par les démocrates, dont entre autres la caution qui est passée de 50 millions à 25 millions. Quelle est cette ambiance frauduleuse qui a caractérisé la sécrétion de cette loi et comment est-ce que la Cour constitutionnelle a pu opiner sur une telle loi pour rendre encore que l'article 117 nouveau de la loi 2019-40, en fait notre constitution révisée, stipule que pour les lois ordinaires, le chef de l'État n'est pas tenu de soumettre ça au contrôle de constitutionnalité. Il pouvait promulguer. Mais par décence et par esprit démocratique, par sagesse, il a soumis ça au contrôle de constitutionnalité pour voir la conformité par rapport à la Constitution. Donc on ne peut pas, a priori, quand on met ces éléments bout à bout, je crois que le chef de l'État est de bonne foi et les parlementaires qui ont agi sont aussi de bonne foi. Mais dans une guerre politique, il faut faire attention dans l'appréciation des données. Si, Emmanuel. Non, le problème n'est pas là. Personne, moi, je n'accuse pas le chef de l'État. Tel n'est pas le cas. Je voudrais rafraîchir la mémoire béninoise. La Constitution de 2019, vous savez que pendant les 6 premiers mois, on n'a pas pu trouver le texte. Vous savez que, et ça avait fait polémique. Les gens disent, mais une constitution a été modifiée. Mais le texte final, on ne l'a pas. Ce que je dis ici, c'est simple. Hein. Ah non, c'est pas vrai, moi j'ai le test. Non, j'ai dit, est-ce que vous m'avez suivi? J'ai dit les premiers mois qui ont suivi, finalement, moi j'ai eu le test aussi. Francis estime qu'il a eu très tôt. Bon, écoutez. Quoi, la Constitution? Oui. Vous êtes seul au monde. Écoutez, je n'ai pas fini. La deuxième chose. On va plutôt, s'il vous plaît, il faut faire évoluer le débat. Il y a des points précis à aborder. La deuxième chose. Il faut qu'on fasse attention. Vous savez, nous sommes tous d'un certain âge. Et nous savons comment les gens fonctionnent politiquement. L'audience a eu lieu, je crois, je l'ai dit. Ouais. Nous connaissons le mode opératoire. Vendredi, samedi, dimanche, les gens auraient déjà inondé la presse sur tous les plateaux de télévision. Nous savons comment les gens fonctionnent. Ils auraient inondé tous les plateaux de télévision, la une des journaux, pour montrer que ce que les démocrates ont dénoncé, c'était du pipeau. Ça reste des supputations. Non, c'est pas des supputations. Si, ça reste des supputations. Nous sommes des observateurs politiques. Ce n'est pas des faits. Je propose, si vous permettez, messieurs, je propose qu'on puisse opiner sur des faits. Ça nous autres, je vais dire... Nous sommes en politique, ça nous épargne des procès d'intention. C'est pas procès d'intention, ce sont des réalités. Alors, si vous permettez... Puisque nous sommes dans les faits toujours. Je vais dire que le 5 mars, où le texte se votait à l'Assemblée nationale, la plupart des députés sur place n'avaient pas ces amendements-là. D'ailleurs, le rapport, après les amendements de Augustin Rambois-Ebla, n'a pas été disponible sur place, sauf si M. Attardé l'a également eu très tôt. D'accord, très bien. Alors, messieurs, on va s'intéresser donc aux arguments avancés par la Cour. Déjà, sur la question de recevabilité, on va évidemment laisser tomber tout ce qui est visa, tout ce qui est considérant, bien sûr. En fait, il y a un certain nombre de personnes, donc la Cour a déclaré que leurs recours sont irrecevables parce qu'ils n'ont ni qualité de président de la République, ni celle de membres de l'Assemblée nationale, et donc de facto, leurs recours sont irrecevables. En revanche, le recours d'un certain nombre de députés, des démocrates, notamment les honorables Biosika Abdel Kamel Ouassangari, Gafari Adeshokan, Abibou Rukubu, Noureno Achade, Antonin Honga, Kolawale Dima Ogbon, Joël Godonou, Edwige Tossa, épouse Asogba, qui sont tous donc députés de la 9e législature sous la bannière démocrate. Leur requête ainsi que celle du président de la République qui porte sans doute, qui portent sur les mêmes faits, donc sont reçus par la Cour constitutionnelle. On va voir de près sur l'authenticité de la loi déférée
au contrôle. La Cour a rendu sa décision. Les visas sont assez nombreux. On ne va pas pouvoir les parcourir. En tout cas, la Cour estime, il y a lieu de dire que la représentation nationale s'est conformée à la décision de la Cour, donc sur la question de la loi qui est déférée au contrôle. Sur la question du parrainage, alors là, c'est là que les débats sont allés dans tous les sens, Alphonse Maurice Soulier, parce qu'on estime que la Cour a fait un revirement jurisprudentiel. Vous savez, le débat sur le parrainage avait posé problème. Parce que aujourd'hui, quand on voit les nouvelles dispositions, on est passé de 10% à 15%. C'est 10% qui avait été consigné dans les documents régissant les élections. Moi, je ne sais pas pourquoi la Cour valide maintenant 15%. Et quand vous voyez, c'est juste limite. C'est juste limite. Et je voudrais répondre à mon ami Attali pour dire que c'est là la vraie politique. Et la politique et le droit ne font pas bon ménage. La politique et le droit ne font pas bon ménage. On devait s'en tenir à ce qui était dit. Parce que moi, je ne juge pas la Cour, mais il s'est avéré que c'est une Cour qui a trouvé que ce code-là était conforme à la Constitution et on a validé, on a promulgué. Mais après, à la relecture, on voit que ça pose problème. Je dis, il faut qu'on fasse les choses, il faut légiférer pour l'avenir. Il faut toujours légiférer pour l'avenir. Parce qu'en l'état, si d'ici à 2026, des groupes de députés s'associent encore pour faire des propositions et qu'il faut modifier encore la même réalité, moi, ça va me poser un problème. Parce que, je dis, il ne faut pas tenir compte des intérêts de l'heure pour valider un texte. C'est ça qui pose problème. Parce que j'ai dit ici, les 28, je ne sais pas qui a fait le calcul, les 15%, ça fait juste 28 pour certains. Le BR a 28 députés, a des maires. Qu'on appelle le Parti démocrate a 28, mais n'a pas de maire. On a parlé de, qu'on appelle l'accord de, non, il n'y a même pas accord de gouvernance à ce niveau-là. Mais c'est que ça met des partis politiques dans une certaine insécurité. Parce que, je prends par exemple un parti qui veut parrainer un duo. On dit 28 députés, 28 élus. Et qu'on dit les députés doivent parrainer le candidat, le duo indiqué par leur parti. Si par exemple un député d'un parti tentampion refuse, des députés s'associent pour ne pas accorder le parrainage, on va se retrouver dans un schéma où on risque d'avoir un seul duo pour la présidentielle. Tout est possible en politique. Il dit, je ne donne pas mon parrainage, quitte aux responsables de parti de ne plus me positionner sur la liste de 2026. Et ça va, on risque de se retrouver avec un seul duo à la présidentielle. Alors, Vichy Lamancel, la Cour estime que la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 n'a pas encadré l'acte de parrainage, contrairement à la réforme de 2024 qui instaure la cohérence entre les engagements et les actes politiques. Donc du coup, cette décision initialement rendue par la Cour, qui estime que le parrainage est un acte individuel, a été balayée du revers de la main. On est désormais dans le cadre d'une réforme qui veut que la délivrance des parrainages soit en adéquation avec les aspirations du parti politique du parrain potentiel. Bon, nos commentaires ici ne changeront rien, mais... Justement, nous sommes là pour commenter une décision de la Cour, même si ça ne changera pas grand-chose. Mais la Cour devrait savoir, et la Cour et les initiateurs de la loi devraient savoir qu'ils n'ont pas inventé le parrainage, ce n'est pas eux qui ont inventé le parrainage. Première chose. Donc le parrainage sous cette forme-là, où on dit que on s'en tient uniquement au candidat du parti politique ou éventuellement du candidat qu'il soutient, par obligation d'accord de gouvernance, eh bien, de mon point de vue, ça ne tient pas la route. Et qu'on me dise qu'il y a un pays au monde où c'est ainsi. Je dis bien que le Bénin n'a rien inventé. Deuxième chose, on dit au Bénin, le mandat du député n'est pas impératif. C'est du français, hein? C'est du français. Ça veut dire quoi? Le député n'a pas injonction, ne reçoit pas des injonctions de quelqu'un, d'une entité, d'un parti politique, même de son propre parti politique. C'est ça, c'est basique.
c'est la liberté du député qui est exprimée ainsi. La liberté du député, même pas seulement de ses mandats, il est député au plan national. C'est ce que c'est ce qui est connu. C'est ce qui est logique. Et puis, il s'est trouvé que des députés, n'est-ce pas, disent que pour affirmer la force du parti politique, eh bien, le député s'en tient uniquement, donne son, comment vous avez appelé ça? Son parrainage uniquement au candidat de son parti politique. Et que s'il fait autre chose, n'est-ce pas, la loi l'interdit. Et il s'est trouvé que la Cour constitutionnelle dit que oui, c'est ça. Voilà l'une des grosses surprises que la Cour a effectué, les miracles, l'un des miracles de cette Cour-là. Moi, j'en étais à dire que c'est le premier exercice, vrai exercice de cette Cour constitutionnelle. Et elle est passée à côté. Mais la Cour a quand même déjà rendu des décisions par le passé. C'est mon avis. D'accord. Donc, vous avez entendu ce qu'il a dit. Premièrement, le parrainage sous cette forme-là n'existe nulle part. Nulle part. On pourra me dire que le Bénin a inventé, mais le Bénin n'a pas inventé le parrainage. D'accord? Même un élu de gauche va parrainer quelqu'un de l'extrême droite ou la droite en France, puisque c'est l'exemple auquel on se réfère. Maintenant, si on dit que le mandat du député, et c'est surtout là où la Cour a péché de mon point de vue, on dit que le député n'a pas un mandat impératif. Ce n'est pas seulement du droit, c'est du français, n'est-ce pas, Moïse Alphonse, vous êtes enseignant de lettres, n'a pas un mandat impératif. On dit que le parti lui fait injonction à travers la loi de ne choisir que son parti. Est-ce que justement ce n'est pas pour renforcer, et je me tourne vers vous, Francis Lejetalier, la discipline de groupe souhaitée, donc pas la réforme du système partisan? Oui, je crois que, permettez-moi de préciser que quand on traite la Cour de miracle, ça m'étonne. Moi, en 2014-2015, j'étais rapporteur de la plateforme des forces démocratiques pour les élections crédibles et transparentes au Bénin. Et la plupart des acteurs qui sont LD maintenant, Yeri Ondete, Guy Mitop, tout ça là, on était ensemble et on luttait. Et quand, parce que nous étions dans l'impasse politique, impasse électorale, et quand la Cour, présidée par Théodore Olo, a rendu la DCC, je crois, 15-001 du 9 janvier 2015, les archives existent. Mais on a dit qu'on va marcher sur cette Cour, parce que c'était une Cour de miracle. Mais je crois qu'en bon démocrate, nous sommes ressaisis, puisque nous avions fait le tour des chancelleries, et quand on est allé voir l'ambassadrice de France à l'époque, nous a dit ben, c'est terminé, maintenant l'abcès est crevé, la bataille c'est sur le terrain. Donc, je crois que si on parle de Cour de miracle, cette Cour a existé, contrairement à ce que vous avez constaté maintenant. Maintenant, je vais revenir sur la décision rendue par la Cour. L'article 80 de la Constitution et 81, je ne sais pas si vous l'aviez lu. L'article 81 stipule que on fixe le seuil au plan national. L'article 81 de la Constitution n'a pas dit que c'est 10%. Parce que la déclinaison est venue dans le Code. C'est le Code qui a dit 10% de seuil. Donc, conformément à cet article, on peut aller à 20%, on peut aller à 15%, il n'y a pas de problème. Vous lisez le texte constitutionnel, article 81. Et même l'article 80 stipule que les députés sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans à partir de 2026, renouvelable 2 fois. Donc, un député peut plus faire 3 mandatures. C'est dans la Constitution. Quand vous lisez le texte constitutionnel, vous allez comprendre que la Cour constitutionnelle n'a pas fait une mauvaise interprétation. Les seuils de suffrage fixés sont bien conformes à l'article 81 de la Constitution. C'est en cela que je me dis, mais est-ce que les gens ont lu les dispositions de la Constitution pour les arrimer avec ce qui a été fait? Donc, la décision qui a été rendue, en fait, est salutaire. Et ça renforce l'esprit du système partisan, puisque nous avions dit que nous avons la vocation d'avoir des partis qui ont une envergure nationale. Et que le texte, le code qui est voté, consacre la volonté du Parlement de donner du contenu au renforcement de ce système partisan, puisque le vote, c'est l'opinion majoritaire qui exprime la volonté de l'institution. C'est à 79 voix pour, 28 contre et une abstention. Donc, dans une bonne démocratie, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une contradiction. Donc, les 28 ont voté contre, il n'y a pas de problème. Mais l'opinion majoritaire s'est exprimée à travers les 79 voix pour.
Ça veut dire que ce code, en fait, qui a été voté, est sous la volonté de l'institution parlementaire. Maintenant, je vais aussi faire constater que lorsqu'on dit qu'il faut encadrer, par exemple, le parrainage, il y a la ligne du parti qui doit l'emporter sur les ambitions individuelles. Je crois que quand on a fait l'option du parrainage, j'ai fait un débat sur Sika TV, je ne sais pas si c'était encore là, avec Joël Etondi et Nourena Tchadé. Nous avions dit évidemment qu'il y a un député, je ne sais pas si c'était un test, qui a dit mais à combien on peut vendre le parrainage? C'est un ancien maire. Et plus tard, on a vu des députés, ils sont 3 ou 4, dont je vais taire le nom, qui sont allés à Lomé chez une dame et qui ont pris quelque chose pour prendre le parrainage. On ne va pas. Je ne veux pas ouvrir ça. Je propose qu'on puisse. Comme je l'ai dit, comme j'ai commencé par le dire depuis le début, on va opiner sur des faits. Et ça, ce n'est pas un fait. C'est une affirmation. Non, je crois. Non, les faits sont là. Non, mais ce n'est pas un fait avéré. Bon, d'accord. La dame a rendu témoignage, je crois, à la cueillette. Et il n'y a pas de contradiction. Bon, maintenant, c'est que, par rapport à tout ça, il faut que le parrainage soit sérieux et que la vocation, la ligne du parti soit respectée. Et je crois que ce qui a été fait permet aux députés de respecter la ligne du parti. Et vous savez que les députés ont été élus par des électeurs. Les électeurs ont fait confiance. Et il faut respecter aussi le choix de l'électeur. Parce que ce n'est pas bien qu'un député qui a été élu par un électorat puisse changer d'option parce qu'il faut quand même qu'on respecte qu'il rende compte à sa base. Et là, ce code aussi a l'avantage de lutter contre le mal transhumant. Je crois que dans l'esprit du système partisan, parce que vous avez vu que l'article 5 de la Constitution dit que en fait, les partis politiques concourent au suffrage. Et les partis doivent éduquer et former. Mais les partis aussi ont vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Alors, si la ligne du parti est tracée, ce n'est pas bienséant, ce n'est pas cohérent qu'un député aille voter pour un autre candidat s'il n'y a pas un accord de gouvernance. Donc, je crois que c'est pour établir la cohérence des courants politiques que le parrainage vient fixer les parlementaires, en fait les élus. Il n'y a pas que les députés, il y a aussi les maires, dans la ligne du parti. Donc, la ligne du parti, les valeurs du parti, l'idéologie du parti, le projet politique du parti doit l'emporter sur les ambitions individuelles et c'est la vocation en fait du code et de l'achat des partis politiques. D'accord, très bien. Allez, messieurs, je vous propose à présent de suivre ce que disent nos amis internautes à qui on a adressé la question du jour pour qu'ils puissent participer de leur position également à ce forum de discussion. Après la validation du nouveau code électoral, que doivent faire les formations politiques de l'opposition qui s'insurgent contre le texte? Quelle doit être leur posture? Et ça va d'ailleurs servir de tremplin, de transition vers le deuxième sujet qui est en débat ce lundi matin. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour, Eman Rodrigue Amégan, bonjour à tous et bonjour à toute. La question du jour de ce lundi matin, donc qui fait objet de débat politique, a été également traitée, on va dire, par les amis internautes. Ils ont été très nombreux à avoir laissé leurs avis, leurs opinions sur le sujet. Et ce qu'on retient globalement, c'est qu'en faisant référence au caractère définitif des décisions de la Cour, ils estiment en grande majorité que les partis d'opposition doivent prendre acte de ce nouveau code électoral, aller sur le terrain, travailler pour pouvoir être capable de remporter les sièges aux prochaines échéances électorales. C'est ce qu'il faut retenir globalement des avis des internautes. On va donner lecture de quelques commentaires essentiellement gagnés sur la page Facebook de 5 sur 7 matin ce lundi. Fiacre à Rouen-Dinou nous écrit que ce nouveau code électoral est une opportunité inouïe que l'opposition doit saisir. En effet, les démocrates vont pouvoir être rejoints par les autres partis politiques de l'opposition, notamment la FCBE. Ainsi, l'opposition pourra aussi faire le sacrifice qu'avaient fait les nombreux autres partis politiques pour la mise en place de l'Union progressiste, le Renouveau et du Bloc républicain. Notre prochain combat, estime cet internaute, sera donc pour l'émergence des compétences et de la démocratie au sein des partis politiques. Frédéric Lali a également commenté la question du jour. Il dit: les partis politiques de l'opposition doivent laisser les attaques et se mettre au travail sérieusement afin de pouvoir réunir leurs pièces pour aller aux élections. La politique de la chaise vide ne serait pas la bienvenue selon cet internaute, car elle leur donnera plus de tracasseries
après que les partis qui ont des élus se mettent ensemble et fidélisent leurs élus afin de pouvoir réunir les parrainages nécessaires pour participer aux échéances électorales de 2026. C'est désormais fini les longs discours, conclut Frédéric Lali. Autre avis sur la question, signé cette fois-ci Isidore Ressou. Cet internaute nous dit que le vin est déjà tiré, qu'il faut donc le boire, que les partis de l'opposition mouillent leur maillot sur le terrain pour gagner la confiance de la population au lieu de contester encore les décisions de la Cour constitutionnelle qui sont sans recours, rappelle Isidore Ressou. Jean Zounon nous dit qu'en politique, toutes les stratégies sont bonnes, mais comme le jugement de la Cour constitutionnelle est sans recours, il appartient désormais aux partis de l'opposition de mêmes idéologies de se mettre ensemble pour former un grand parti pour aller à la conquête des militants. À mon humble avis, poursuit-il, c'est ce que commande le nouveau code électoral, c'est-à-dire il faut investir le terrain ou tout simplement disparaître. Encore deux avis sur le sujet. Rodrigue Herman Amengan, si vous le permettez. Maurice Koumassa nous dit les décisions de la Cour constitutionnelle étant sans recours en République du Bénin, les partis politiques de l'opposition doivent se plier à la décision rendue par la haute juridiction et continuer donc à animer la vie politique de notre pays comme les partis de la mouvance présidentielle sans penser à troubler l'ordre public. Roscoe Totim, pour donc terminer la lecture de ces commentaires de ce matin, toutes les stratégies qu'utiliseraient les partis de l'opposition contre le nouveau code électoral demeureront inutiles car la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours, mais la politique est un jeu d'intelligence et il serait bon que les partis politiques d'opposition fusionnent en laissant les querelles et les intérêts personnels pour travailler véritablement sur le terrain pour faire une bonne figure pour les élections de 2026. Voilà donc en résumé, mon cher Herman Rodrigue Amengan, les avis des internautes sur la question du jour de ce lundi. Merci beaucoup à vous, mon cher Maurice Tantan, pour cette synthèse des avis rassemblés sur Facebook essentiellement aujourd'hui pour le compte de ce lundi matin. On se retrouve demain, par la grâce de Dieu, sur 5 sur 7 matin. Vous passez une excellente journée du lundi. À demain. À demain, Maurice Tantan. Allez, messieurs, on a vu les internautes largement évoquer la question d'une mutualisation des forces de l'opposition. On les a d'ailleurs vus ensemble au détour d'une conférence de presse mercredi ou jeudi dernier pour dénoncer, mercredi dernier, c'est la veille donc de la décision de la Cour, pour dénoncer les dispositions du nouveau code électoral du Larouançais. Est-ce que vous pensez que les démocrates, aujourd'hui leaders donc de l'opposition, peuvent réussir à réunir autour d'eux les autres micro-formations d'opposition? C'est possible et c'est peut-être ça qui a commencé, vous l'avez dit mercredi dernier, tout comme d'autres chemins sont possibles, c'est-à-dire d'autres partis de l'opposition, d'autres regroupements de l'opposition face aux démocrates. La FCBE peut prendre aussi le lead pour rassembler d'autres partis de l'opposition. Tout est possible, en fait. Aujourd'hui, en termes, on va dire, pour optimiser, puisque ce sont les démocrates qui détiennent 28 députés, donc 28 parrains potentiels, ça pourra suffire largement pour la présidentielle de 2026. Et les démocrates ont des députés au Parlement, là où ça se décide, là où le cœur battant même de la démocratie. Est-ce que naturellement, ils ne doivent pas être la force politique qui devait rassembler les autres? C'est possible, encore une fois, Eman, mais en fait, la subtilité de ce qui se joue, que les gens ne voient pas tout de suite, c'est quoi? Alphonse parlait tantôt du seuil de 15% qu'on a pu établir comme par miracle, aussi bien pour les démocrates que le BR, avec un peu plus de confort, puisque eux ont en plus les maires. En réalité, il s'agit de quoi? Si les démocrates ne faisaient pas bloc avec FCBE, par exemple, n'arrivaient pas à élargir donc au-delà des 28 le nombre de parrainages, regardez la fragilité que cela constitue. La fragilité, la loi permet ou ne dit rien si je ne parraine pas. Je suis député, mais je n'accorde pas mon parrainage au candidat. Je ne peux pas parrainer quelqu'un d'autre, certes, mais si je n'accorde pas mon parrainage, savez-vous, Herman, que vous n'avez plus les 15%? Donc que vous n'êtes plus en mesure d'aller à cette élection? Herman,
Est-ce que vous le savez? Il suffit seulement qu'il y ait 1-2 députés parmi eux qui fassent défection et ils ne réunissent plus les 15%. Voilà. Et donc, on a l'impression que c'est une probabilité qui puisse arriver. Et que les gens ont pensé. Et qui dédouane complètement, n'est-ce pas, la mouvance d'aujourd'hui qui a le beau jeu, qui organise le jeu de 2026, par exemple. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous, les observateurs, nous disons une loi de cette nature-là n'aurait pas dû être, comment dire, porteuse de troubles à la paix ainsi. Moi, je le dis parce que nous, à Cristal, nous avons eu, est-ce que c'est un avantage d'avoir été sur les terrains de troubles, de violence? Vous permettez? Moi, j'ai vu à Banter, j'étais avec Jacques Bocor de Matin Libre, on a vu à Banter un enfant de 2 ans et demi porté au dos par sa mère qui allait lui prendre de la bouillie le matin, qui a eu le pied transpercé, la plante de pied transpercée par une balle. Il est handicapé à ce jour. Et le pied d'ailleurs n'est toujours pas revenu, c'est toujours enflé. À ce jour, à Bantella. Si vous voulez des coordonnées, je vous les donne. Nous avons été à Savet, par exemple, où des familles à ce jour demandent encore les dépouilles de leurs parents qui puissent les enterrer. Tout ça, je dis ça pour dire que nous, on ne peut pas apprécier les choses de la même manière que des gens qui sont à Cotonou, à Porto-Novo. Nous, on a vu des choses, on a été sur des tombes, on a discuté avec des parents. Donc, c'est pour dire quoi? Ça peut arriver à tout le monde. Et quand je dis ça peut arriver à tout le monde, laissez-moi donner ce dernier exemple. À Savet, des artisans, des menuisiers ont quitté leur village et se rendaient faire une commande quelque part. Ils sont rentrés dans les troubles à Savet Centre. On les a pris, on les a confondus aux manifestants. Ils sont encore en prison à ce jour. C'est pour dire quoi? Ça peut arriver à quiconque. Très bien. Alors, si on a taillé les choses... Mais si on serre les rangs déjà d'entrée pour se conformer à l'exigence de la loi, parce qu'il faut rappeler aussi à la vérité qu'en 2019, certains ont refusé de se conformer à la règle. Je suis d'accord. Raisonnons toujours. Savez-vous, Herman, que même pour les dernières législatives, où il n'était que 3 partis politiques, par ailleurs, il n'était que 3 partis politiques à l'Assemblée nationale, ils ne sont que 3 partis politiques. Savez-vous qu'aucun parti n'a pu avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales, comme le demande cette loi, ce nouveau code-là? Vous le savez? Et c'est ça. C'est un challenge supplémentaire pour les partis, pour renforcer davantage le leadership. Je suis d'accord. On peut voir la question sous cet angle. C'est une compétition. Quand tout le monde va s'y mettre et qu'on arriverait quand même à une situation où on n'aurait aucun parti qui ait réussi à avoir 20% dans toutes les circonscriptions, parce que c'est mathématique. Nous, on n'est pas dans la volonté des citoyens, ils sont libres, d'accord? Ou quand on va se retrouver dans une situation où c'est un seul parti ou 2 partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Nous avançons. C'est ça, la démocratie. D'accord. C'est ça ce qu'on aurait souhaité. C'est vrai que ça oblige, comme vous dites, ça oblige les gens à resserrer les rangs, tout le reste, mais c'est les troubles que cela pourrait engendrer. Anticipons, et je pense que... Oui, est-ce que anticiper aussi, ce n'est pas, Alphonse, se mettre ensemble un peu comme ce qui semble se dessiner. On a vu par le passé, la FCBE et les démocrates étaient à couteau tiré. Le président Boniaï qui estime que la FCBE n'est pas de l'opposition, ce n'est qu'un appendice du pouvoir. La FCBE qui estime que ce n'est pas parce qu'ils ne font pas du bruit qu'ils ne sont pas de l'opposition. Bref, il y a eu un méli-mélo. Et aujourd'hui, on voit le rapprochement qui semble se dessiner. Quelque part, sans doute, est-ce qu'il ne faut pas y voir le fait qu'il y a risque donc d'explosion si, entre-temps, quand je parle d'explosion, c'est que les partis d'opposition ne puissent pas faire bloc pour faire face à une majorité qui semble manifestement écrasante? Je vais vous dire, ça n'engage que moi. L'opposition ne va pas s'entendre. Parce que les démocrates ont 28 députés. La FCBE a 6 maires. Vous savez ce que ça va donner? Je ne vois pas la FCBE en train de donner gratuitement ses parrainages.
Vous savez ce que ça veut dire? Mais dans un processus d'accord de gouvernance. Oui, ça veut dire que si on doit présenter un duo, qu'est-ce que vous voulez qu'il réclame? Forcément le vice-président. Forcément le vice-président. Parce qu'il y a une seule défection au niveau des démocrates, c'est que le duo est à terre. Donc l'opposition ne présentera pas de candidat pour 2026. Parce que la FCB ne viendra pas pour dire, bon, je vous offre mes 6 élus. Mais c'est aussi ça, les compromis. Mais justement. Il faut faire des compromis en politique. À cet allure-là. Sans forcément entrer dans des compromis. Très bien. Il faut faire des compromis sans entrer dans les compromissions. C'est là la réalité. Parce que les gens passent forcément de l'opposition. Mais la loi n'a pas dit. C'est ça encore une autre réalité. Qui peut arriver à la mouvance? Si dans la mouvance même, on impose des duos, et comme l'a dit Vigile, la loi ne sanctionne pas celui qui refuse de donner son parrainage. Si des députés ou bien des élus de la mouvance ne sont pas d'accord avec les duos qu'on leur impose, ils ne donneront pas leur parrainage. Et ce qui va arriver à l'opposition peut arriver aussi à la mouvance. La mouvance ne constitue pas un bloc aussi compact que ça. C'est ça la réalité. Parce que si dans le parti on ne décide pas de faire des primaires pour désigner dans le lot qui est à même de remplacer le président Patrice Talon dans la mouvance et qu'on leur impose des duos, ils ne sont pas obligés. Le parti peut décider de soutenir un candidat qui n'est pas... Écoutez, le problème c'est quoi? Pour éviter ces choses-là, j'ai dit sur un plateau le week-end, si on veut instaurer la discipline du groupe, c'est-à-dire obliger les députés ou bien les élus d'un camp à donner leur parrainage, il faut faire les primaires pour donner la possibilité aux élus d'être d'accord. Parce que si je ne suis pas d'accord et que la loi ne prévoit aucune sanction, la seule sanction qui peut advenir, c'est que les responsables du parti décident de ne pas vous positionner pour les législatives et les municipales. Et ils ont anticipé. Quand vous voyez l'échafaudage, les parrains, les dossiers sont de 180 jours. 180 jours. Pour la présidentielle. La présidentielle qui va pourtant être la dernière élection. Hein. Donc si vous refusez, vous ne serez pas positionné ni pour les législatives, ni pour les municipales, et vous finissez comme ça votre carrière politique. Il faut que l'article 40, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui... On a dit 180 jours avant. Et l'autre, c'est, je crois, 60 et 65. Donc si vous refusez, au niveau de l'instance les décisions du parti, on va dire l'honorable Attadé a refusé de donner son parrainage, il n'est pas discipliné. Botons-lui à la touche. Une loi ne peut pas être... Mais ça, c'est une théorie du complot. Si vous permettez, une loi ne peut pas être... C'est une théorie du complot. Lisez l'article 40, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est une théorie du complot. Mais il n'est pas dit... Et ça peut arriver, et je dis quand les gens... Quelqu'un peut décider de ne pas donner son parrainage à un candidat et être positionné aussi. C'est une éventualité. Bon, nous sommes sur un terrain politique, j'attends de voir parce que... Mais c'est une éventualité. Si vous permettez, oui. En fait, une loi doit garder son caractère impersonnel, général, comme on dit, et tout le reste. Une loi ne peut pas être un piège sans fin. C'est pas possible, c'est pas normal. Et c'est ce que revêt donc cette loi-là. Et il faut le dénoncer parce que c'est nous qui sommes là. Quand je dis nous, les journalistes, les observateurs et autres, qui sommes à équidistance de tous et qui devons pouvoir le dire parce qu'après, comme je vous ai dit, c'est nous qui sommes au front, c'est nous qui allons discuter avec Francis, revenons sur la question de mutualisation des forces de gauche. Après les dissensions qu'on a observées par le passé, est-ce que c'est possible aujourd'hui déjà que le rapprochement a commencé par se faire petitement? Non, mais il faut saluer ça parce qu'en fait, c'est l'esprit du système partisan. C'est faire en sorte que nous ayons de grands ensembles politiques, de grands regroupements. Et je crois que ce qui s'est passé entre FCBE et LD, c'est une petite coquille. C'est une coquille. Il faut passer les c'est ça. Il faut passer les ponts là-dessus. Et nous savons qu'ils sont en train de travailler pour mettre en place une plateforme, ce qui est salutaire. Et j'ai suivi ce matin le débat entre l'honorable Nicolas Fayon et le ministre honoraire Alain Adiou. Je crois que de ce que je retiens, il y a des avancées et que des accords de gouvernance seront conclus. Alors si c'est le cas, ça veut dire que l'opposition est en train de s'organiser. Parce qu'en fait, le système partisan que nous sommes en train d'expérimenter, c'est un champ d'expérimentation, a vocation à nous permettre d'éviter l'émiettement de la classe politique. C'est ça surtout. Parce que nous avions regretté les clubs électoraux avec pas de notre parti. Et qu'il faut faire en sorte que, dorénavant, que nous puissions nous assurer que nous avons de grands ensembles qui ont une envergure nationale. Et qu'à travers le maillage territorial, on note la présence du parti sur l'ensemble des régions. De cela, ce qu'un leader régional ne prenne pas en otage le parti. Et je crois que c'est la vocation du code actuel.
Et j'ai été davantage heureux en mettant bout à bout les développements de mon frère Nicaise et de M. Arosset, Vigile. Je constate qu'en fait, le député ou l'élu a la liberté de parrainer ou non. Donc, le code... Mais Vigile met en évidence de possibles représailles pour un député qui refuse de parrainer le candidat de son parti. Si tu n'as pas positionné sur la liste pour les législatives. Il ne faut pas être péremptoire, c'est des supputations. Non, ce n'est pas des supputations, c'est ça le schéma dans le code. C'est écrit dans le code que... Ce n'est pas écrit dans le code explicitement. Mais quand vous faites la lecture, des délais. Francis, non, regardez, quand on a voté, quand on a voté pour la révision du code, il y a 9 députés, il y a 7 députés de la mouvance qui ont exprimé leur désapprobation. Le chef pour la constitution et le chef de la révision de la Constitution, le chef de l'État, très tôt le lendemain, les a convoqués pour ramener la balle à terre pour dire ce qui s'est passé est passé. Parce qu'il sait que d'autres rebelles tapis dans l'ombre pouvaient vous se montrer. Convaincu parce que vous m'avez dit que le chef de l'État a pris des mesures de représailles contre eux et que je l'ai compris. Il les a reçus de façon conviviale, ils ont échangé et il a expliqué ce qu'il attendait d'eux. Et par la suite, il y a eu la discipline du groupe qui a permis d'avoir le vote de 79 voix dans le cadre du code électoral. Donc il n'y a pas de représailles. Si vous m'avez dit que le chef d'État les avait réprimandés, on ne parle pas de représailles verbales. Je dis sur la confection des listes pour les municipales et législatives, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté de la mouvance. Je ne fais pas de la petite fiction. Non, tout élu qui va... Parce que j'ai fait une démonstration. C'est écrit où? Tout élu qui refuse de donner son parrainage quand vous avez 28 députés qui dit qu'il y a représailles quand oui, alors, si vous permettez, on va pas non plus... Alors, si vous permettez... Vous paraissez plus habile, plus intelligent. Si vous permettez... Mais où est la quand vous voyez les... Bon, alors, on ne fait... Alors, si vous permettez... Selon quelle logique, l'élection présidentielle, qui est la dernière élection, on doit pouvoir déjà commencer par... 180, je vais déposer le dossier de Dieu. Comment vous l'expliquez? Je crois que moi, j'ai eu à faire un débat ici et j'ai rappelé que Moïse et moi avions souhaité, et M. Paul Marie-Bessou, que même aux États-Unis, on connaît les candidats longtemps à l'avance. Puisque celui qui a qualité à vous gérer votre destinée, on a le temps d'investiguer sur sa vie, de savoir... C'est pas le même mode opératoire aux États-Unis. On fait les primaires aux États-Unis. On parle de ça mais les primaires, c'est dans les partis politiques. On ne commence pas par... Oui, alors ici, on le fasse. C'est une élection importante, capitale. Et je crois que, non mais je le dis parce que vous savez, quand vous interpellez... Mais vous semblez tout justifier. Si vous permettez, on va l'écouter. Oui. Et on va être assez démocrate pas du nom du parti, mais démocrate dans l'âme, bien sûr, républicain, pour pouvoir, et tolérant surtout, évidemment, pour accepter l'avis de l'autre. Nous le sommes aussi. Mais écoutez, est-ce qu'on peut reporter l'élection présidentielle? Par contre, au Bénin, ici, nous avions vu qu'on a reporté les élections communales sur plusieurs mois, en 2014-2015. Les maires sont restés longtemps au poste. La Constitution au point qu'on a inversé lors des élections. On est allé d'abord aux législatives avant de faire les communales qui étaient en souffrance. Mais c'est déjà réglé. Non, écoute, je vous dis qu'en fait, il est normal que nous ayons les candidats qui aspirent à diriger le pays plus tôt. Ça, c'est normal. Bon, maintenant, parce que vous savez que nous sommes dans un pays de suspicion, où quand on pose un acte, chacun cherche à lire derrière les lettres ce qu'on a mis. Bon, tant mieux. Mais l'esprit qui a présidé à ces tests n'est pas de réprimander quelqu'un. Vous étiez à la cuisine des tests? Alphonse, si vous permettez. J'ai été plus ou moins associé à des réflexions, à des moyens sur l'achat des partis politiques et sur le code. J'ai émis des avis. Et je vous dis qu'en fait, nulle part, on a dit qu'on veut réprimander quelqu'un pour n'avoir pas donné son parrainage. Et j'ai dit que c'est le terrain politique, écoutez, ça là, si les acteurs font des jeux, c'est normal. Puisque sur le terrain politique, vous êtes un joueur sportif, on ne passe pas la balle à l'ennemi ou à l'adversaire. Je me rappelle que quand Azanaï m'a dit un jour, on était à la plateforme avec l'Union fait la Nation, mais quels sont ces combattants qui se soucient de la santé de l'adversaire? Quand vous voulez combattre, vous donnez les armes pour aller combattre. Et le combat, ce n'est pas un combat physique.
c'est un combat intellectuel. C'est sur le terrain, ce sont les stratégies. Maintenant que le Code a fixé des exigences et appelle les partis à des efforts, chaque parti doit s'investir pour faire des efforts. Et j'ai été heureux de suivre hier sur PIS FM l'honorable Célestin Oussou, il est de la 20e circonscription électorale, il est LD. Je crois que vraiment c'est un monsieur très bien. Opposant. Mais après les réflexions qu'il a menées, il a conclu en 3 points. Et le dernier point m'a intéressé. Il dit on prend acte de la décision de la Cour constitutionnelle. Nous allons faire davantage d'efforts. Ça ne va pas nous disqualifier pour la compétition. Je crois que ça, c'est des propos d'un démocrate, ça. Et c'est ça que nous devons enseigner aux gens. Que nous devons apprendre à respecter nos textes et nos institutions. Nous ne devons pas alimenter les clivages pour rien du tout. Parce que les interprétations en politique sont parfois sont subjectifs. D'accord, très bien. Sont subjectifs. Donc il faut faire en sorte que, à travers nos propos, nous ne puissions pas alimenter les clivages. Dernier virage de cette émission. On va parler donc de la situation au Niger. On va ouvrir la page internationale. On ferme la page nationale, ouvrir la page internationale de cette émission. Parler du voisin, donc du voisin du septentrion, le Niger qui renvoie les soldats américains. Qu'est-ce que cela vous inspire, Moïse? Non, certainement que le Niger a évalué les impacts de cet accord. C'est depuis 2012, le Niger se rend compte que bon, ce n'est pas bénéficiaire pour lui. Il demande aux Américains de quitter son sol. Donc c'est un État souverain qui décide de faire partie les mercenaires qui sont encore chez lui. Donc les Français sont partis après les Français, parce que c'est les grandes puissances. Les Français sont partis et puis maintenant ce sont les Américains. On a dit à effet immédiat. Donc c'est tellement que les services de renseignement nigériens ont fourni des informations à l'État qui prouvent que bon, les Américains sur le terrain ne se comportent pas bien. Donc l'autre décide, quand tu es chez moi, que tu ne te comportes pas bien, je suis libre de partir. Donc, alors, Vigile, c'est une décision qui intervient seulement quelques jours après une visite de 3 jours donc de la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, Madame Afrique donc de Joe Biden. On estime que le calendrier n'a pas été cuisiné en commun accord avec les responsables au pouvoir. Elle n'a même d'ailleurs pas pu rencontrer le général Abdourahmane Tiani. On estime que ça a été une décision unilatérale. Donc, pensez que c'est justement maintenant des représailles. On peut parler de représailles dans le cas d'espèce. Non, il peut y avoir une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais pour moi, c'était dans l'air. C'était dans l'air parce que les Nigériens, la junte ne pouvait pas demander à la France, à l'armée française de lever le camp et continuer à tolérer, n'est-ce pas, les Américains. Parce que la junte a toujours dénoncé l'impérialisme. Et quand on dit impérialisme, ce n'est pas l'impérialisme occidental, ce n'est pas que la France. Donc pour moi, elle a joué stratégie, elle a été intelligente, en réglant d'abord le cas de la France, avant de se pencher maintenant sur les Américains, histoire de ne pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Et cela ouvre en même temps une nouvelle ère pour la coopération militaire nigérienne, qui va sans doute se tourner, comme ils disent, vers d'autres partenaires. Et qui dit d'autres partenaires, vous savez, on parle de la Russie. Ce n'est pas plus que ça, de mon point de vue. Et Francis, le Niger qui a rejoint l'AES, l'Alliance des États du Sahel, on a soupçonné, ou on voit un rapprochement entre le Niger et la Russie, mais par ailleurs l'Iran aussi dernièrement, alors qu'on sait que ce sont deux pays qui ne font pas forcément bonne affaire avec les États-Unis. Vous pensez qu'on veut se priver d'un partenaire pour pouvoir s'allier à d'autres? Je crois que depuis que les militaires ont pris le pouvoir au Niger, on a noté en fait un regain du nationalisme. Et il y a une posture souverainiste qui est désormais affichée. C'est en cela que je partage plus ou moins les points de vue cette fois-ci de Vigile, qui trouve évidemment il y a des visées impérialistes contre lesquelles il faut lutter, et notamment en faisant partie de la France. C'est normal qu'ils en viennent à bouter les Américains hors de leur territoire. Vous savez que les accords de coopération militaire qui ont été signés en fait unilatéralement par les Américains, c'est eux qui ont imposé ça. Le 6 juillet 2012, ces accords en fait ont permis d'avoir 1100 soldats américains présents sur le territoire là-bas avec des drones à Agadez. Maintenant, ils ne savent pas à quelle fin, parce qu'il n'y a pas de compte rendu circonstancié qui est adressé aux autorités nigériennes. Et à l'occasion, évidemment, de la visite de 3 jours, je crois qu'il y a eu des malentendus, des quiproquos, notamment
en ce qui concerne l'Iran. Puisqu'il paraît que les Américains ont taxé les Nigériens de signer des accords secrets sur l'uranium, en ce qui concerne l'uranium, avec l'Iran. Bon, donc, et les accords de coopération militaire, ils ont voulu avoir l'exclusivité. Parce qu'ils n'auraient pas aimé, évidemment dans le cadre de la géopolitique internationale, la présence de Russes. Mais je crois que les Nigériens leur ont dit qu'ils n'ont pas à leur imposer la nature, en fait, les orientations multilatérales. Donc, ils ont le choix de coopérer avec qui ils veulent. Je crois que ça s'est mal tourné. Et c'est ce qui a justifié le communiqué qui a été lu par la suite. Le Niger s'inscrit depuis un moment dans une dynamique souverainiste, panafricaine. Et c'est normal que on traite le Niger d'État souverain et que les Américains ou les puissances occidentales en général sachent que l'Afrique a tourné une page et que dorénavant, c'est des rapports d'égalité qui doivent s'installer entre les États indépendants. Donc, il faut revoir le paradigme et revoir la diplomatie et éviter le double langage diplomatique. On va suivre cette actualité de très près. On reviendra sans doute débattre ici au besoin. Merci beaucoup à vous, Francis Oloyatale. Merci, Villiers Rancet, pour cette discussion franche, éclairée. Merci, Alphonse. On espère que vous prendrez bien volontiers un billet retour. Bien sûr. Pour dans pas longtemps. Ce sera toujours avec plaisir, Emmanuel. De venir débattre avec nous sur Lundi Politique. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous pour boucler la boucle. Les sports, une présentation de Blaise Ardancourt juste après la revue de presse de Marcel Arrossi.